Voilà, alors écoutez, maintenant, je pense Ok. que tout le monde est devant son écran. Donc, bienvenue à tous, à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre dans les programmes d'Arrêt Cloître. Voilà, alors aujourd'hui, nous avons un sujet qui touche au 19e siècle. Ce n'est pas si courant dans nos programmes. Nous allons parler du chef de file du symbolisme Gustave Moreau, ainsi que d'Odilon Redon. Il faut se souvenir, donc, Gustave Moreau est l'auteur de la célèbre aquarelle L'Apparition et de Salomé dansant devant Hérode, que vous avez là sur l'affiche d'Arrêt Cloître. Et donc, Gustave Moreau a eu pour élève Matisse, Rouault ou Marquet, et on ne peut donc s'étonner de retrouver dans son œuvre des qualités de coloriste hors pair. Et dans son œuvre, comme dans celle de son ami et admirateur Odilon Redon, la lumière traduit une puissante dimension spirituelle évoquant le combat des forces du bien contre celles du mal, le rêve, le divin et l'au-delà. C'est un petit peu la marque de ces artistes du symbolisme. Alors, pour nous en parler cet après-midi, nous avons la grande joie d'accueillir pour la première fois dans nos programmes Hélène Aublin, attachée de conservation du patrimoine, ancienne responsable adjointe du musée Mallarmé, qui va nous parler donc de la quête de la couleur et du corps lumineux chez Gustave Moreau et Odilon Redon. Voilà, donc je vous laisse la parole, Hélène, et puis nous aurons un temps de questions après où nous pourrons ouvrir nos micros pour poser les questions que vous souhaitez. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue à tous, et puis je sais que nous sommes suivis aujourd'hui aussi en Espagne, en Hongrie et au Maroc. Donc, merci à vous qui nous suivez de très loin. Voilà, Hélène, c'est à vous maintenant. Merci Laurence pour cette présentation. Donc, comme vous l'avez rappelé, ma conférence d'aujourd'hui s'intitule Gustave Moreau et Odilon Redon, la quête de la couleur et le corps lumineux. Et comme vous l'avez très bien dit, voilà, ce sont deux grands artistes qui sont associés au symbolisme et leur œuvre fait la part belle effectivement au rêve, au divin et à l'au-delà. Et ils vont tous les deux mener des recherches chromatiques sur la lumière, sur la couleur, qui sont tout à fait singulières à la fin du 19e siècle. Et si Gustave Moreau a été le maître des fauves, ça n'est pas du tout anodin, et on va retrouver ensuite chez Matisse, chez Rouault ou chez Camoin et Manguin les racines de leur art vont se trouver en fait dans l'enseignement de Gustave Moreau à l'École des Beaux-Arts où il passe à la fin du 19e. Alors, le premier à rapprocher ces deux peintres, Gustave Moreau et Odilon Redon, qui ne sont pas tout à fait contemporains, puisque Gustave Moreau est plus âgé, il est né en 1826, alors que Odilon Redon est né en 1840. Voilà, donc ils ont 13 ans de différence. Le premier à les rapprocher, c'est Huysmans, dans son livre qui s'appelle À rebours, qui est évidemment un des grands jalons dans l'histoire du symbolisme. Et dans ce livre, donc, le héros des Esseintes a dans sa collection des œuvres de Gustave Moreau et d'Odilon Redon. Alors voilà l'extrait d'un passage célèbre de À rebours. Alors, le héros, c'est des Esseintes. Il avait voulu, pour la délectation de son esprit et la joie de ses yeux, quelques œuvres suggestives le jetant dans un monde inconnu, lui dévoilant les traces de nouvelles conjectures, lui ébranlant le système nerveux par d'érudites hystéries, par des cauchemars compliqués, par des visions nonchalantes et atroces. Entre tous, un artiste existait dont le talent le ravissait en de longs transports, Gustave Moreau. Il avait acquis ces deux chefs-d'œuvre et pendant des nuits, il rêvait devant l'un le tableau de la Salomé. Alors voilà, les deux œuvres de Gustave Moreau dont parle des Esseintes, donc l'aquarelle de l'Apparition à gauche, présenté au Salon de 1876, et puis Salomé dansant devant Hérode, cette fois c'est une huile sur toile qui se trouve à Los Angeles. Et dans ces œuvres, Gustave Moreau va inventer ce motif de la tête en lévitation, de cette tête de Saint Jean-Baptiste qui s'élève dans les airs et qui regarde Salomé.
Alors, il y a une très belle description, mais elle est un petit peu longue, je ne vais pas vous la lire en entier. La vapeur montait, se déroulait sous les arcades où la fumée bleue se mêlait à la poudre d'or des grands rayons de jour tombés des dômes. Une irrésistible fascination se dégageait de cette toile, mais l'aquarelle intitulée L'Apparition était peut-être plus inquiétante encore. Là, le palais des Rhodes s'élançait ainsi qu'un alhambra sur de légères colonnes irisées de carreaux mauresques, scellées comme par un béton d'argent, comme par un ciment d'or. Des arabesques partaient de losanges en lazuli, filaient tout le long des coupoles où sur des marqueteries de nacre rampaient des lueurs d'arc-en-ciel, des feux de prisme. Des enceintes s'arrêtaient plus particulièrement devant les autres cadres qui ornaient la pièce. Cela était signé Odilon Redon. Ils renfermaient dans leurs baguettes, ils renfermaient dans leurs baguettes de poirier brut, liserées d'or, des apparitions inconcevables. Une tête d'un style mérovingien posée sur une coupe. Ça, c'est l'image que vous avez ici. Un homme barbu tenant tout à la fois du bonze, de l'orateur de réunion publique, touchant du doigt un boulet de canon colossal, une épouvantable araignée logeant au milieu de son corps une face humaine, etc. Voilà, donc ce premier rapprochement qui est fait par Huysmans. Alors, je reviens un instant les deux tableaux de la Salomé de Gustave Moreau. Donc, ces deux œuvres ont fait sensation au Salon de 1876. Il avait fallu 7 ans à Gustave Moreau pour concevoir le tableau à l'huile, la version donc, de droite. Et vous voyez qu'il s'est inspiré en fait de motifs architecturaux différents. On retrouve des motifs de la basilique Sainte-Sophie, de l'Alhambra de Grenade et également de bâtiments de Cordoue en Espagne. En fait, Gustave Moreau était une personne extrêmement érudite qui conservait chez lui différents recueils de gravures, dont le magasin pittoresque, une revue qui lui permettait de consulter beaucoup de gravures reproduisant des motifs décoratifs et architecturaux de différentes époques et de différentes civilisations qu'il recopiait et dont il se servait en fait pour alimenter les décors de ses œuvres. Alors voilà le plan que je vais adopter dans cette conférence avec 3 grandes parties. Une première partie sur, alors je dirais une évolution en fait chez les deux peintres entre, pour Redon, une première partie de son œuvre plutôt dans les noirs avec le fusain et la lithographie et une évolution vers des œuvres colorées et même extrêmement colorées à la fin de sa vie. Et puis chez Gustave Moreau, une évolution d'une palette plutôt assourdie à ses débuts et puis des essais chromatiques très intenses également à la fin de sa vie. Une deuxième partie qui sera centrée justement sur ses recherches chromatiques dans la deuxième partie de la vie, la carrière de ces deux peintres, avec notamment l'usage de l'aquarelle et du pastel, et puis des innovations techniques tout à fait singulières qui vont expliquer aussi des résultats chromatiques très, très étonnants. Et enfin, une dernière partie sur l'au-delà, un cheminement en fait, voilà, vers des œuvres qui évoquent l'au-delà et la question de l'abstraction. J'ai mis un point d'interrogation vers l'abstraction, point d'interrogation, parce qu'on peut s'interroger effectivement sur le statut de certaines œuvres produites à la fin de la vie de ces deux artistes et qui peuvent peut-être être qualifiées d'œuvres abstraites. Et vous voyez d'ailleurs sur cette page 2 autoportraits des deux artistes jeunes, Gustave Moreau à gauche et puis Odilon Redon à droite. Alors d'abord, Gustave Moreau, entre Vinci et Delacroix. Alors Gustave Moreau, c'est un peintre qui est issu de la bourgeoisie. Son père était architecte. Il montre des talents précoces pour le dessin et il va rentrer à l'école des beaux-arts et tenter
le fameux prix de Rome qui consacre à ce moment-là la carrière des peintres et qui leur permet d'obtenir des commandes et donc de leur assurer une belle carrière. Alors, il passe dans l'atelier de Picot, donc un élève d'Ingres. Donc, il suit un enseignement tout à fait néoclassique qui est basé sur le dessin, sur la ligne. Et il va énormément copier au Louvre l'étoile des grands maîtres. Alors, il va rater une première fois la première épreuve du prix de Rome à la fin des années 1850. Il va le retenter une deuxième fois. Il réussit la première épreuve. Donc, à ce moment-là, il entre en loge. C'était la deuxième épreuve où les peintres étaient isolés dans des loges pour peindre une toile peinte sur un sujet d'histoire. Malheureusement, il va échouer. Et donc, c'est un échec assez cuisant. Et pour se changer les idées, à ce moment-là, il part en Italie. Il va rester un long moment en Italie où il va être rejoint par deux gars. Donc, les deux vont devenir amis à ce moment-là. Et c'est l'époque où il va énormément dessiner d'après les maîtres de la Renaissance. Donc, il va beaucoup regarder Raphaël, Léonard de Vinci, qu'il connaissait déjà par certaines œuvres au Louvre. Mais voilà, là, il va vraiment les voir directement et puis voir d'autres œuvres d'eux directement dans leur pays. Et il va être aussi marqué par la peinture vénitienne et par les talents de coloriste du peintre Carpaccio. C'est un peintre aussi qui va beaucoup compter pour lui. Et quand il revient en France, il va produire un certain nombre d'œuvres et obtenir quelques commandes un peu par piston, hein, notamment par l'intermédiaire de son père, qui a beaucoup de relations. Et je vous présente ici quelques-unes de ses premières œuvres. Donc, voilà. Hercule et les filles de Thèspius, qui est une très grande toile qui est conservée au musée Gustave Moreau. Alors, en fait, elle a été commencée en 1854, mais elle va être reprise par Gustave Moreau à la fin de sa vie et largement agrandie. Et certaines couleurs, d'ailleurs, vont être modifiées. Notamment dans le premier plan avec les blancs et l'ibis rouge. Voilà, donc une toile qui a une histoire assez compliquée. Alors, Gustave Moreau a beaucoup plongé dans les métamorphoses d'Ovide, dans les différents récits de la mythologie grecque et antique. Et alors, je ne sais pas si vous connaissez ce thème, Hercule et les filles de Thèspius. En fait, Hercule doit féconder les 50 filles du roi Thèspius en une nuit. Voilà. Et le sujet pourrait paraître assez trivial, mais Gustave Moreau s'attache, en fait, c'est une sorte de métaphore de l'acte de création, et on voit Hercule au centre qui médite sur finalement cette idée de création en une nuit. Voilà. Et de l'autre côté, le Cantique des Cantiques, ou la Sulamite, hein, avec la jeune femme qui sort rechercher son fiancé pendant la nuit et qui va se faire malmener par les gardes de la ville. Donc là, vous voyez aussi sur cette œuvre des coloris. Alors, il y a de la couleur, hein, mais c'est une palette assez assourdie, et puis encore une peinture très, très lisse, qui est loin des audaces du Gustave Moreau dès la fin des années 1890. Alors, la révélation pour le public, ça va être le salon de 1864. Au salon de 1864, Gustave Moreau va présenter Oedipe et le Sphinx, et c'est un coup de tonnerre. Les critiques ont parlé de coup de tonnerre et du lion du salon de 1864.
même s'il s'agit en fait d'un sphinx, mais c'est une toile effectivement qui va être tout de suite repérée par les critiques. Alors en bien et en mal, hein, la critique est loin d'être unanime sur cette œuvre. Alors elle est conservée à New York, hein, au Metropolitan de New York. Alors là, Gustave Moreau s'inspire bien sûr de différentes toiles antérieures. Il regarde, Gustave Moreau, je vous ai dit qu'il avait beaucoup regardé l'art de la Renaissance, mais il est aussi très admiratif des peintres du XVIIe comme Poussin et comme Le Lorrain. Et puis, c'est un élève de Picot et par là, un héritier de Ingres. Et là, évidemment, la référence, c'est Oedipe et le Sphinx de Ingres. Mais, alors, on retrouve hein, évidemment des éléments communs, notamment dans les cadavres qui jonchent le sol et le pied qu'on voit émerger en bas du tableau. Des précédents malheureux jeunes hommes qui ont essayé de répondre à l'énigme du Sphinx, hein, que vous connaissez certainement. Mais là, le face-à-face est assez différent. Dans la toile de Ingres, on voit Oedipe qui est dans une position inférieure hein, par rapport au sphinx qui le domine et dans une attitude vraiment intellectuelle de réflexion. Dans le face-à-face de Moreau, il y a quelque chose de beaucoup plus, à la fois de beaucoup plus charnel, avec le sphinx qui est directement agrippé au corps d'Oedipe. Et puis, dans ce face-à-face, yeux dans les yeux de ce sphinx qui a une tête angélique et qui, pourtant, s'avère très, très dangereux et porteur de mort. Et il y a quelque chose de changé dans la position d'Oedipe qui, cette fois, lui, domine finalement le sphinx et qui a une attitude plutôt de supériorité et de défi par rapport à ce sphinx. Les couleurs aussi sont différentes avec une palette qui ressemble un petit peu effectivement à celle de Léonard de Vinci. D'ailleurs, on retrouve à l'arrière-plan des paysages de montagne qui sont chers à Léonard de Vinci. Alors, cette toile, elle va être vue par Redon. Et dans une lettre du 29 janvier 1900, Redon va dire « Lorsque je vis pour la première fois l'Oedipe et le Sphinx », donc celui de Gustave Moreau, alors que j'étais jeune, on était en plein naturalisme alors, et combien l'œuvre me berça. J'ai gardé le souvenir longtemps de cette impression première. Elle a peut-être sur moi le pouvoir de me donner la force de poursuivre une voie seule qui côtoyait la pour une sorte de révélation pour le jeune Odilon Redon. Alors, elle est achetée par le prince Napoléon. Donc, c'est une œuvre qui connaît quand même le succès et puis qui va ensuite être vendue au marchand Durand et qui le revend lui-même plus tard à un Américain. Alors, un petit rapprochement avec une œuvre d'Odilon Redon, un fusain rehaussé de pastel qui se trouve au musée des Beaux-Arts de Bordeaux, qui s'intitule Le Chevalier mystique et qui porte également comme autre titre Oedipe et le Sphinx. Et on voit effectivement un personnage qui regarde un autre personnage ailé. Voilà, c'est toujours assez mystérieux dans les sujets de l'œuvre de Redon. Et Redon a souvent laissé aussi planer une certaine ambiguïté sur le sujet exact de ses œuvres. Il aimait donner des titres poétiques et assez ambigus. Mais il est certain que Redon a beaucoup regardé le Sphinx de Moreau et c'est aussi qu'il y ait ici une réminiscence. Et derrière l'énigme de la mythologie,
posée par le sphinx à Oedipe, il y a aussi le questionnement de l'artiste lui-même, qui se représente peut-être sur les traits d'Oedipe, questionnement face à l'art, face à la critique également. Alors, je vous ai mis une œuvre un peu plus légère, une caricature de Cham, avec le sphinx de M. Gustave Moreau empêchant M. Courbet de dormir, puisque cette œuvre de Gustave Moreau, elle arrive en plein dans le naturalisme ambiant, évidemment, elle s'oppose complètement à ce naturalisme et aux œuvres de Gustave Courbet. Alors voilà un tableau de Gustave Moreau qui s'appelle Orphée, qui est présenté l'année suivante, en 1865. Vous voyez qu'on reste dans une composition un peu similaire, hein. Et alors, il y a cette trouvaille également de Gustave Moreau avec cette tête d'Orphée qui est directement greffée sur sa lyre. Et c'est encore une invention complète de Gustave Moreau, hein, comme la tête de Jean-Baptiste dans le tableau de la Salomé. Et un motif qui va avoir une longue postérité, parce qu'il y a de nombreux peintres ensuite qui vont reprendre cette image de la tête d'Orphée greffée sur sa lyre. La mythologie, dans le récit mythologique, on sait que le corps d'Orphée va être dépecé par les Ménades, mais il n'est nulle part question d'une jeune fille thrace qui recueille la tête d'Orphée, comme l'explique lui Gustave Moreau. Alors, on retrouve le paysage derrière, un peu gris et très austère et très déchiqueté, comme chez Léonard de Vinci. Et puis, on voit aussi apparaître ce souci du détail dans les vêtements de la jeune fille. Et c'est cette sorte d'orfèvrerie sur les vêtements, de tous ces détails qui vont d'ailleurs prendre de l'ampleur à la fin de la vie dans les œuvres de la dernière période de Gustave Moreau. Alors, Cham, je ne vous ai pas mis la caricature, mais il a produit une caricature également sur cette œuvre. Il n'y a pas qu'Orphée pour avoir perdu la tête, et ce pauvre Moreau donc, espérons qu'on la lui retrouvera aussi. Cette œuvre ne sera pas récompensée au salon, mais elle a des admirateurs et elle va susciter beaucoup d'écrits et de poèmes. Et puis, elle va être finalement acquise par l'État. Donc, c'est dire quand même que Gustave Moreau obtient une renommée importante. Et ça sera la seule œuvre de Gustave Moreau visible en permanence à Paris du vivant de l'artiste, puisqu'elle sera placée au Luxembourg. Alors, il y a un auteur qui a beaucoup parlé de Gustave Moreau, c'est Marcel Proust. Marcel Proust a écrit les notes sur le monde mystérieux de Gustave Moreau. Et à propos de ce tableau, il parle de la pensée de Gustave Moreau peinte sur cette toile qui nous regarde de ces beaux yeux d'aveugle que sont les couleurs pensées. Voilà, donc il y a déjà une attention aux couleurs. C'est vrai que la palette est sourde, mais on sent quand même déjà des associations chromatiques qui sont relativement inhabituelles. Et puis en contrepoint, une œuvre de Redon qui s'appelle également Orphée. Vous voyez le motif de la tête greffée sur la lyre qu'il reprend, alors qui est beaucoup plus tardive. 1898, c'est l'année de la mort de Gustave Moreau, qui se trouve à Cleveland. J'ai parlé de Gustave Moreau. Odilon Redon, donc, lui, va commencer par ce qu'on appelle les Noirs. Alors, Odilon Redon, son père, en fait, était parti faire fortune aux États-Unis. Et quand il revient avec sa jeune femme qu'il a épousée là-bas, qui est d'origine française, qui s'appelle Camille, elle est enceinte de son deuxième fils, donc d'Odilon Redon, quand ils reviennent du côté de Bordeaux. Et le petit Odilon Redon naît juste après qu'il soit revenu en France.
Et il a une santé très fragile, donc il est tout de suite mis en nourrice à la campagne, dans le Médoc, chez un frère de son père, chez un oncle. Et il va passer là-bas une enfance extrêmement solitaire et ne reviendra finalement à Bordeaux qu'assez assez tardivement. Il va manifester lui aussi un don assez précoce pour le dessin, suivre des cours avec un professeur de dessin qui s'appelle Gorin. Quand il sera un peu plus âgé, son père va vouloir qu'il devienne architecte, donc il va commencer à suivre les cours et les conseils d'un architecte. Et puis finalement s'inscrire dans l'atelier de Gérôme. Alors Gérôme, c'est une des grandes figures du 19e siècle, un peintre très connu au 19e, couvert de récompenses, avec une très belle carrière honorifique, mais qui est aux antipodes de ce à quoi aspire le jeune Odilon Redon. Donc, il supportera à grand-peine cet enseignement dans l'atelier du peintre Gérôme et cherchera ensuite à en partir assez rapidement. Et c'est alors qu'un graveur du Sud-Ouest va jouer un rôle très important auprès de Redon. C'est le graveur Rodolphe Brédin. Et les premières œuvres de Redon vont donc être des gravures. D'abord des eaux-fortes, comme Brédin. Et vous voyez à gauche le Guet, une eau-forte de Redon, qui s'inspire aussi beaucoup de Rembrandt. Et puis après quelques eaux-fortes, il va se tourner assez rapidement vers la lithographie. Tout en faisant aussi des fusains. Il dessine beaucoup au fusain et puis il traduit ensuite beaucoup de ses fusains en lithographie. Et là, on va retrouver toute une série d'œuvres évoquées par Huysmans dans À rebours, avec des inventions assez surprenantes, des motifs très oniriques. On retrouve beaucoup ces motifs de tête détachée du corps ou d'œil qui volent, séparés de la tête. Odilon Redon était donc, lui, contemporain des impressionnistes, mais il a toujours suivi une voie extrêmement personnelle et il a exploré des domaines en marge finalement des recherches de son temps. Il disait lui-même qu'il était soucieux de substituer à la réalité le rêve, à substituer à la réalité le rêve de la réalité et de mettre la logique du visible au service de l'invisible. Il a cherché vraiment dans les méandres de son inconscient pour créer un art totalement visionnaire et fantasmagorique dont vont se réclamer plus tard les surréalistes. Alors, un de ses premiers albums, c'est Dans le rêve. Là, vous voyez effectivement deux gravures avec toujours ces têtes en lévitation et puis cet œil et également des architectures, des grandes architectures qui sont aussi héritières de son enseignement, de ses cours suivis chez un architecte. Là, vous voyez sa fameuse araignée que vous connaissez peut-être, l'araignée souriante. Et cette espèce de cyclope avec toujours un titre très poétique, hein, ce polype difforme qui flottait sur les rivages, etc. Voilà, et qui fait partie d'un album qui s'appelle Les Origines, parce qu'il y a une rencontre très importante pour Odilon Redon, c'est la rencontre avec un botaniste qui s'appelle Armand Claveau, et qui va lui permettre de découvrir l'infiniment petit grâce au microscope. Et par lui, Odilon Redon va s'intéresser à la théorie de l'évolution et s'intéresser au monde des origines et au monde sous-marin également. Alors, des inventions d'Odilon Redon, toujours avec ce motif de la tête coupée. Vous voyez la plante grasse
en 1881, qu'on appelle aussi L'homme cactus. Et puis, avec beaucoup d'humour, L'œuf, avec ce petit personnage dont on ne voit que le front et les yeux et qui jette un regard effaré en dehors de son coquetier. Alors, Odilon Redon, dans ses lithographies, utilisait ce qu'on appelle la manière noire, c'est-à-dire que pour obtenir le blanc, en fait, il grattait la couche supérieure pour retrouver le blanc du dessous. Là, vous voyez Parsifal. Alors, Redon avait un frère aîné qui était musicien. Il a toujours été très sensible à la musique. Et pour lui, la musique, c'était le contact même de l'au-delà. Donc, il a été très intéressé par l'œuvre de Wagner et il a produit différentes lithographies d'inspiration wagnérienne, comme ce Parsifal que vous voyez à gauche. Et on en profitera pour noter même si on part du noir dans l'œuvre de Redon, pour aller vers la couleur, la lumière, finalement, même si elle sera assez éblouissante dans l'œuvre tardive, elle existe déjà dans les lithographies. Vous voyez ici, dans ce profil de Parsifal, le clair-obscur, l'effet de clair-obscur sur le visage et l'attention aux ombres et puis aux parties illuminées donc, sur la partie gauche. Et également dans cette autre œuvre qui s'appelle Le Jour, et pour laquelle, qui fait partie d'un album pour lequel son ami Stéphane Mallarmé, puisqu'il était devenu ami avec Stéphane Mallarmé, l'a longuement félicité. Et Mallarmé lui-même disait jalouser ses légendes, parce qu'Odilon Redon avait un temps rêvé d'être écrivain avant de devenir artiste. Et c'est vrai qu'il a une très, très belle qualité d'écriture et il trouvait toujours des titres extrêmement poétiques et extrêmement beaux à ses œuvres. Alors voilà une œuvre un peu de transition qui illustre bien ce passage du noir à la couleur qui va arriver autour de 1890 dans l'œuvre de Redon. Donc l'homme ailé, qu'on appelle aussi l'ange déchu, ou qu'on appelle aussi vers la lumière. Et moi, j'aime mieux ce troisième titre parce que, effectivement, quand vous voyez cette figure, elle laisse l'ombre derrière elle et elle s'avance vers la lumière. Et on voit bien d'ailleurs que la source lumineuse est face à elle, puisqu'elle est éclairée sur la face, sur sa poitrine, sur sa cuisse, alors que l'arrière de son corps se trouve dans l'ombre. Et il faut quand même noter que c'est une chose qui est relativement peu connue. Odilon Redon a quand même produit quelques œuvres en couleur avant 1890. En fait, il a peint de nombreux petits paysages. Alors, c'était souvent des petites pochades, hein, des formats de petite taille. Donc, vous voyez ici le lieu où il a passé son enfance, qui s'appelle Perlebade, qui est situé dans le Médoc. Donc, ce château un peu perdu dans la campagne, où il s'est beaucoup ennuyé et en même temps, donc, où il a développé une certaine mélancolie quand il était enfant, parce qu'il était complètement isolé, livré à lui-même. Et il raconte dans un de ses écrits qu'il se couchait par terre et qu'il regardait les nuages, qu'il regardait le ciel. Et ce sont des expériences qui l'ont beaucoup marqué, des paysages qui l'ont beaucoup marqué, donc des paysages extrêmement plats avec quelques arbres. Et c'est ce genre de paysage qu'il va retrouver ensuite dans un voyage en Bretagne. Donc souvent des étendues un petit peu désertiques, des paysages déserts, des formats assez allongés. Et ces petites œuvres, elles ont été peu connues parce qu'elles sont restées longtemps la propriété de son fils. En fait, elles n'ont pas quitté l'atelier.
Et elles ne sont parvenues que dans les collections publiques qu'avec le legs du fils de Redon, qui s'appelait Harry Redon, assez tardivement dans le XXe siècle. Et elles ont souvent été éclipsées. C'est pour ça qu'on a souvent dit de Redon qu'il avait eu sa période des Noirs et puis un brusque passage à la couleur. Alors, c'est évidemment à nuancer. Il vaut mieux parler d'évolution que de rupture, puisqu'il existait quand même tous ces petits paysages qui sont assez nombreux finalement dans la première partie de son œuvre, même si c'était plutôt des études et des paysages qu'il ne montrait pas et qu'il gardait dans son atelier. Et ces paysages, d'ailleurs, ont fait l'objet d'une exposition il y a quelques années au Musée des Beaux-Arts de Quimper qui s'appelait Odilon Redon, la nature silencieuse. Alors, vers 1890, il y a un événement dans sa biographie qui va expliquer cette avancée vers la couleur dans la couleur. C'est la naissance de son fils Harry. Un tout petit peu plus tôt, à la fin des années 1880, Odilon Redon a perdu un bébé, un enfant en bas âge, et cela lui a laissé un vide et une très grande tristesse. Et quand son second fils naît, Harry, eh bien, c'est une énorme joie pour lui, et c'est à peu près à ce moment-là qu'il va commencer à produire des œuvres vraiment de plus en plus colorées, sans délaisser complètement la lithographie, mais c'est vrai qu'il va se mettre de plus en plus à la couleur. Alors voilà une de ses premières œuvres qui montre cette transition. Ça s'appelle Les yeux clos, c'est une de ses œuvres les plus célèbres, qu'il va décliner en fait en différentes couleurs, avec différentes techniques également, pastel ou peinture. À gauche, celle du musée d'Orsay, dans des tons assez pâles, avec cette tête aux yeux fermés qui émerge d'une étendue d'eau. La tête s'inspire alors peut-être des traits de son épouse Camille, mais aussi de la tête de l'esclave mourant de Michel-Ange. Voilà, donc ça, ce sont les deux grandes sources qui imprègnent cette œuvre. Et là, on est tout à fait dans le symbolisme de Redon avec finalement les yeux clos, c'est le regard intérieur et c'est donc le recours au rêve, à l'imagination qui est symbolisé donc, par ce motif. On notera qu'à droite, donc avec ce visage peint en bleu, on a là une dissociation totale de l'art mimétique. Et là, Redon a beaucoup écouté les conseils de Gauguin. Il était assez ami avec Gauguin, qui lui avait conseillé de se détacher finalement des couleurs réelles et de peindre les couleurs selon son imagination. On connaît les conseils prodigués par Gauguin à son collègue Émile Bernard au moment de l'exécution de La Vision après le sermon. Et puis aussi des conseils de Gauguin au jeune Nabi, dont le jeune Sérusier, qui était venu à Pont-Aven écouter les conseils du maître. Et Sérusier avait peint un tout petit tableau qu'on appelle le Talisman, parce qu'en fait, cette œuvre, ensuite, elle a eu une très grande incidence sur le groupe des Nabis. Elle leur a servi vraiment de base, quelque part. Et Gauguin lui disait, on dit que c'était l'arrière d'une boîte de cigares, mais c'est la légende. Et Gauguin avait dit à Sérusier, bien, quelle couleur voyez-vous? Donc, devant un paysage du bois d'Amour, à côté de Pont-Aven, voyez du rouge, alors mettez du vermillon. Voilà, il l'avait incité à sortir les couleurs pures, sorties
pur du tube de couleur, en fait, hein, voilà, sans mélange. Et là, Redon se souvient de toute cette pratique de Gauguin. Et on a donc ce visage bleu qui apparaît sur fond doré. Et le fond doré rappelle aussi les icônes byzantines et donne un aspect sacré à cette œuvre. Alors, j'ai intitulé cette partie « Créer du diamant, de l'or, du saphir » en référence à un texte d'Odilon Redon. Les textes d'Odilon Redon ont été publiés dans un recueil qui s'appelle « À soi-même ». C'est un recueil autobiographique des pensées du peintre qu'il a commencé, en fait, il s'agissait au départ d'un journal qu'il a tenu à partir de 1867 et jusqu'à sa mort en 1916. Peindre, c'est user d'un sens spécial, d'un sens inné pour constituer une belle substance. C'est ainsi que la nature crée du diamant, de l'or, du saphir, de l'agate, du métal précieux, de la soie, de la chair. C'est un don de sensualité délicieuse qui peut, avec un peu de matière liquide la plus simple, reconstituer ou amplifier la vie. En empreindre une surface d'où émergera une présence humaine, l'irradiation suprême de l'esprit. C'est un don de sensualité native, on ne l'acquiert pas. Voilà, j'ai trouvé cette phrase assez adéquate pour décrire donc, cette œuvre de la dernière partie de la vie de Redon. Alors voilà un petit tableau qui représente justement son fils Harry, qui s'appelle L'enfant devant l'aurore boréale. Alors, pour les légendes, hein, quand je mets GM, c'est Gustave Moreau, et OR, c'est Odilon Redon. MBA, c'est Musée des Beaux-Arts, et MGM, c'est Musée Gustave Moreau. Voilà, j'ai mis quelques abréviations. Alors, il s'agit ici d'un pastel où on voit donc la tête de l'enfant toujours dans les tons bleus à gauche face à une masse orangée qui constitue l'aurore boréale. Alors, Odilon Redon a fixé à 13 reprises les traits de son fils unique, Harry. Et l'artiste a évoqué ainsi le bonheur de cette nouvelle paternité. Ce fut une joie forte, une secousse ressentie des entrailles, comme si ma force, lasse et usée, eût repris un nouveau ressort. Et ça s'accompagne effectivement, cette naissance, d'un retour à la couleur, et plus particulièrement par le pastel, dont Redon va faire son médium privilégié jusqu'à la fin de sa vie. Là, vous voyez l'aurore boréale, hein, avec cet éclat orangé, qui contraste avec la douceur bleutée du visage de l'enfant et qui, l'ensemble conférant un caractère, une puissance visionnaire à l'œuvre, tout à fait dans l'esprit symboliste de Mallarmé, à qui Redon a offert ce dessin. Donc le dessin, ce pastel, est resté longtemps dans la collection de Mallarmé. Et d'ailleurs, Mallarmé, à la fin de sa vie, en 1897, avait demandé à Redon d'illustrer un de ses textes les plus énigmatiques qui s'appelle « Un coup de dé jamais n'abolira le hasard ». Malheureusement, Mallarmé est mort en 1898 avant que Redon ait pu achever les lithographies. Mais un coup de dé jamais n'abolira le hasard avec les gravures de Redon est paru post-mortem, donc au début du XXe siècle. Alors, j'aborde ma deuxième partie avec les recherches chromatiques et j'ai intitulé donc cette partie « Les joailliers des rêves ». C'est un critique qui avait qualifié Gustave Moreau de joaillier du rêve. Alors, on va voir que Gustave Moreau, avec notamment l'usage de l'aquarelle, et Odilon Redon, avec le pastel, vont parvenir à des résultats assez extraordinaires en termes de luminosité et d'intensité chromatique. À gauche, une aquarelle de Gustave Moreau qui s'appelle Les Voix du soir. Et là, on voit effectivement des couleurs qui semblent être tout droit sorties du tube, qui ne sont pas du tout mélangées, affadies. Alors, Gustave Moreau faisait un emploi assez curieux de l'aquarelle, parce que l'aquarelle, normalement, convient à des effets de transparence. Et lui, il utilisait
parfois en empattement, en épaisseur et sans eau. Donc, il détournait un petit peu l'usage de l'aquarelle pour notamment rechercher des effets d'intensité chromatique. Et Redon, lui, utilisait beaucoup le pastel pour donner du velouté à ses œuvres. En fait, le pastel, depuis toujours, il est utilisé pour donner de la texture et également donner aussi, dans une certaine mesure, de l'intensité de la couleur, puisque le pastel ne peut pas, comme la peinture, se mélanger pour obtenir une nouvelle teinte. En fait, l'artiste va employer des teintes déjà établies en fait dans les pastels eux-mêmes. Et d'ailleurs, au XIXe siècle, l'industrie du pastel a été très, très florissante, notamment dans la deuxième moitié du XIXe siècle, parce que le pastel a connu un grand regain d'intérêt. Il avait été beaucoup utilisé au XVIIIe siècle et puis après la Révolution, il avait été pas mal délaissé parce qu'il était associé à l'art de l'Ancien Régime, à la monarchie, aux peintres qui avaient notamment fixé des portraits de la noblesse. Et dans la deuxième moitié du 19e, il a été beaucoup remis à l'honneur parce qu'il permet aussi une certaine spontanéité, une vivacité dans le dessin. Et à ce moment-là, l'industrie du pastel a été très, très florissante et les marchands de couleurs disposaient de nuances tout à fait infinies dans la gamme chromatique des pastels. Alors, Gustave Moreau a produit des aquarelles qu'on a vues il y a quelques mois dans une exposition du musée Gustave Moreau autour des fables de La Fontaine. Il a illustré les fables de La Fontaine pour un mécène, un Marseillais qui s'appelait Anthony Roux, qui devait au départ faire appel à plusieurs artistes pour illustrer les fables de La Fontaine. Et en fait, quand il a vu les œuvres de Moreau, il a été ébloui et il a dit « Je ne vais travailler qu'avec Gustave Moreau ». Donc, Gustave Moreau a produit 64 aquarelles. Et là, on voit à quelle intensité chromatique il parvient, quelle délicatesse aussi. Là, on a un vrai travail d'orfèvre ou d'émailleur. Il était très ami avec un émailleur et beaucoup de préciosité dans les coloris et dans la technique. Avec à droite le songe d'un habitant du Mogol, qui est une œuvre vraiment extraordinaire. Alors, Gustave Moreau a produit des aquarelles soit assez précieuses et assez travaillées, comme celle qu'on voit à gauche avec la chimère. Et puis, on voit à droite qu'il utilise aussi l'aquarelle avec des coulures et quelque chose de beaucoup plus libre, où le dessin disparaît au profit de la couleur. Odilon Redon, lui aussi, va mener beaucoup de recherches avec le pastel. Alors, Odilon Redon s'attache à des thèmes qu'il décline comme celui de la barque. Il a été marqué par son histoire personnelle et par le fait qu'il aurait pu naître sur un bateau, le bateau que ses parents ont pris pour revenir des États-Unis en France. Et à quelques jours près, il aurait pu naître sur ce bateau. Il l'a toujours regretté. Et il a été hanté par ce thème de la barque. Donc, vous voyez à gauche la barque mystique avec cette voile jaune où est concentrée toute la lumière comme une force qui conduit la barque, une force de vie qui pousse la barque et une sorte donc de métaphore de la vie. À droite, une autre variation autour de la barque. Vous voyez des variations colorées notamment dans le ciel. Là aussi, avec une explosion de couleurs qui n'est pas sans rappeler les tableaux de Whistler, les nuages fleuris. Donc, vers 1903, on a l'impression d'avoir un feu d'artifice dans le ciel.
Et puis une œuvre nocturne avec la barque, donc celle de droite, avec sans doute une lumière, peut-être celle de la lune qui éclaire la voile, cette toile blanche, et puis qui irradie également sur les deux personnages qui sont assis dans la barque, et la barque comme ça fait une tache lumineuse au milieu de cette scène nocturne. Il a fait des variations aussi, Odilon Redon, autour du thème d'Ophélie. Les deux artistes ont été très inspirés par la littérature. Ils ont tous les deux regardé Shakespeare. Et Odilon Redon donc, a représenté Ophélie, alors toujours, comme on le voit à gauche, la tête coupée, hein, le motif de la tête coupée, dans l'eau avec ses motifs de fleurs. Odilon Redon était fasciné par la nature. Donc, on a dit qu'il s'était intéressé aux théories de l'évolution, au monde de l'infiniment petit, des créatures microscopiques. Et puis, de façon plus large, il s'est intéressé beaucoup au monde végétal. Il a fait beaucoup de tableaux, de pastels de fleurs, de bouquets de fleurs, et également les papillons. Il s'est beaucoup intéressé aux papillons, qui représentent aussi ce côté éphémère et qui est d'ailleurs magnifiquement traduit par le pastel avec son grain volatile qui accroche le papier. Alors, j'en ai déjà dit un mot, les innovations techniques de Gustave Moreau et d'Odilon Redon. Donc là, je vous présente quelques photos du matériel d'artiste de Gustave Moreau sur lequel j'ai eu le plaisir de travailler il y a déjà quelques années. Le musée Gustave Moreau, c'est un lieu assez formidable qui conserve toute l'œuvre pratiquement de Gustave Moreau, tous ses dessins, ses ébauches jusqu'aux toiles définitives. Et puis, il conserve énormément d'archives et beaucoup de son matériel. Donc là, vous voyez à gauche une boîte de couleurs avec tous les tubes. La couleur se présentait non seulement en tube, mais aussi sous forme solide. Alors, on a à droite et à gauche, ce ne sont pas des... Enfin, il y a des pastels, mais il y a aussi de l'encre de Chine solide qui se présentait sous forme de petits bâtons et qu'on diluait en fait ensuite avec de l'eau. On conserve plusieurs de ces palettes et on conserve un nombre de petits flacons mystérieux avec des vernis, des pâtes à dorer, de la cendre, des cicatifs, différentes mixtures qui permettaient de nuancer les couleurs ou de donner du corps à la peinture. Donc, il y a beaucoup de recherches à faire encore sur les techniques de Gustave Moreau. Et là, je vous présente une de ses œuvres qui s'appelle Galatée, à gauche, qui est conservée au musée d'Orsay et qui montre un peu les innovations techniques de Gustave Moreau. Alors, en parallèle, vous voyez le cyclope de Odilon Redon qui a toujours beaucoup regardé Gustave Moreau. Et on voit évidemment là la référence directe à l'œuvre de Moreau avec Galatée endormie dans ce décor avec des taches colorées et puis le cyclope qui apparaît derrière. Alors, vous voyez le corps de Galatée quand on va le voir au musée d'Orsay parce que le visuel ne rend évidemment pas grand-chose par rapport à l'œuvre originale quand on a la chance d'aller la voir directement. Le corps de Galatée a été extrêmement travaillé par Gustave Moreau pour le rendre lisse. Il a sans doute poncé jusqu'à rendre une carnation extrêmement lisse, avec de subtiles nuances de rose pour le nombril, pour les genoux, etc. Alors que la chevelure s'apparente à une espèce de cascade avec une matière beaucoup plus en relief. Et puis, ce qui est nouveau aussi, ce que je voulais mettre en évidence ici, c'est le décor de la grotte sous-marine avec un dessin rouge très fin
qui représentent des algues, des coraux, mais aussi de petites créatures qu'on ne voit pas bien peut-être sur cette image. Et j'ai fait un zoom, voilà, pour que vous voyez. Donc sur l'œuvre de gauche, dans la partie droite, sous les traînées de la chevelure, on voit se dessiner des espèces de toutes petites nymphes qui sont dessous. Donc, on a l'impression qu'elles se trouvent derrière une cascade. Et puis, à droite, pareil, en rouge, on voit des petites silhouettes qui apparaissent. Des petites silhouettes féminines dont les membres ont l'air de se terminer en coraux. Et Gustave Moreau avait fait beaucoup d'études au Muséum d'histoire naturelle. Il avait consulté beaucoup d'ouvrages. Et Odilon Redon lui-même s'est beaucoup intéressé aussi au monde sous-marin. Donc, vous voyez la vision sous-marine à gauche avec des petites créatures. On voit un petit hippocampe et puis des créatures un peu plus bizarres. Et puis ce personnage qui apparaît soudain au fond de la mer. La coquille, il avait emprunté cette coquille à sa femme. Alors, je suis désolée, tout à l'heure, je vous ai dit que c'était sa mère qui s'appelait Camille, c'est sa femme. Excusez-moi, je crois que je me suis trompée quand je vous ai dit ça. Qui était originaire des îles et qui possédait cette coquille. Et donc, la naissance de Vénus avec toujours l'irruption de la vie au milieu de cet élément marin. Alors, Odilon Redon, il va pousser ses recherches autour de la couleur, notamment avec la réalisation de grands décors. Donc, à la fin de sa vie, alors qu'il n'est pas du tout habitué au grand format, il est sollicité par son ami, un collectionneur qui s'appelle Gustave Fayet, qui vient de racheter l'abbaye cistercienne de Fontfroide dans l'Aude, qui est à ce moment-là dans un état de grand délabrement. Et Fayet va le faire restaurer et inviter son ami Odilon Redon pour décorer la bibliothèque avec deux grandes deux grandes peintures, parce qu'en fait, ce sont des techniques tout à fait mixtes, avec le jour et puis le pendant qui va être la nuit. Et pour ce grand décor, Odilon Redon va un petit peu tâtonner et inventer des techniques mixtes en mêlant de la peinture, du pastel, de la détrempe. Voilà, donc il fait ses petites expérimentations et il va peindre cette grande peinture avec le char d'Apollon. C'est un motif aussi qui est récurrent dans son œuvre. Vous voyez à gauche un pastel de lui, le char d'Apollon. Il se souvient de l'œuvre de Delacroix qui orne la galerie d'Apollon du Louvre, qu'il avait d'ailleurs copiée. Et puis, il a été également très inspiré par le phaéton de Gustave Moreau, qui l'avait ébloui au salon de 1878. Il disait d'ailleurs, à propos de Gustave Moreau et de cette aquarelle de phaéton, ce maître n'a point quitté depuis son début les légendes de l'Antiquité païenne et les présente sans cesse sous un jour nouveau. Voilà de la création véritable sur un vieux fond, il trouve un fruit nouveau. C'est que sa vision est moderne, essentiellement et profondément moderne, et c'est qu'il cède docilement surtout aux indications de sa propre nature. Voilà, donc avec la chute de phaéton à droite. Alors voilà la nuit, donc le pendant au jour. Et puis, je pense, Laurence, que je vais peut-être accélérer un petit peu pour ma troisième partie. Vous me dites s'il faut que j'aille un peu plus vite. Vers l'au-delà et l'abstraction. Alors, les deux artistes, Odilon Redon et Gustave Moreau, se sont beaucoup intéressés aux figures christiques et bibliques de façon générale. Alors, ni l'un ni l'autre n'était pratiquant. Redon a reçu une éducation catholique. Il a été guéri d'une maladie enfantine et est venu en remerciement effectuer des pèlerinages avec ses parents dans un sanctuaire de la région de Bordeaux.
Mais il a dit ensuite être athée, avoir perdu la foi, mais on constate quand même que la thématique religieuse est extrêmement présente dans son œuvre. Là, on voit donc un Christ en lithographie, qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs l'homme cactus, hein, avec les épines. Et puis à droite, un Christ, le Christ du silence, avec toujours les yeux fermés. Et puis cette main levée à la hauteur de la bouche, qu'on verra ensuite dans une autre de ses œuvres. Cette fois, donc, avec le pastel et ce nimbe jaune vaporeux autour de la tête du Christ. Gustave Moreau, lui, a aussi un rapport un peu complexe avec la religion. Il était... un quart de son œuvre est inspiré par la Bible, donc lui aussi s'est beaucoup inspiré du monde biblique. Et on peut dire qu'il croyait en Dieu, de façon un peu en marge. Il n'était pas pratiquant. Néanmoins, dans ses écrits, on trouve quand même beaucoup de notes qui montrent qu'il était quand même sur le chemin de la foi. Il écrivait « L'homme n'est qu'un outil qui n'a de valeur que lorsqu'il sait se mettre au service de la main qui doit le diriger. Cette main, c'est la main de Dieu. En dehors de cette condition, il ne peut rien. » Et il était en désaccord effectivement avec certains points du dogme catholique, mais il a exigé des funérailles religieuses. Et il a énormément peint des œuvres sur le thème biblique. Alors voilà, donc un chemin de croix qu'il a fait pour l'église de Decazeville, tout début de sa vie. Il avait obtenu une commande par le biais d'un ami. Ce chemin de croix, il est longtemps resté... on en a perdu un petit peu le souvenir. Hein. Il était dans cette petite église de Decazeville et on ne savait plus très bien qui l'avait peint. Puis il a été redécouvert assez récemment. Celui que ça a marqué finalement, c'est Marcel Proust. Et on en trouve la trace dans Jean Santeuil. Une descente de croix qu'il n'avait pas signée et que presque tout le monde ignorait et qui était là. Et l'église de Decazeville était le cimetière ignoré de celle-ci et qui dormait là de son sommeil séculaire. Donc Proust en a, lui, parlé, mais ensuite c'est tombé dans l'oubli jusqu'à une redécouverte assez récente. Et dans le Christ rédempteur, Gustave Moreau a été fasciné par cette thématique du Christ rédempteur, du sang rédempteur. Et il a peint beaucoup de variations autour de ce thème. Alors, je vous ai parlé dans l'abbaye de Fontfroide de 2 grandes peintures. Donc, il y avait le jour et la nuit. Et puis, il y a une 3e œuvre de plus petite dimension qui s'appelle le Christ du silence, où cette fois, on voit le Christ faire le geste, porter le doigt devant sa bouche. Et là, il y a une référence qu'on peut avoir en tête, c'est du sculpteur Auguste Préau qui a fait modelé un visage comme ça avec le doigt sur la bouche et qui était donc une œuvre romantique que Odilon Redon avait sans doute vue et avait sans doute en tête. Alors, Redon s'est intéressé également à d'autres courants spirituels et au bouddhisme. Donc, il a produit ce Bouddha, un pastel qui est au musée d'Orsay avec des couleurs aussi assez fabuleuses. Et puis là, ce très beau Christ que personnellement j'aime beaucoup, qui a été vendu récemment, qui passait en vente récemment et qui était resté en fait dans les mains d'un collectionneur japonais depuis très très longtemps et qui a ressurgi comme ça à la craie et au pastel sur papier. Avec ce pastel qui est une technique qui permet justement ce côté diffus, évanescent, lumineux, qui convient très bien justement au sujet spirituel. Une étude de Gustave Moreau pour les Rois Mages. Alors, je vous ai beaucoup montré d'aquarelles de Gustave Moreau, mais il utilisait aussi parfois le pastel dans ses études.
un Saint-Sébastien en face d'un Saint-Sébastien d'Odilon-Redon. Odilon-Redon a fait aussi des variations beaucoup sur le thème de Saint-Sébastien. Et Odilon-Redon, lui aussi, avait une grande culture. Il avait beaucoup regardé également Léonard de Vinci. Et vous voyez ici cet hommage à Léonard au pastel avec la tête de la Vierge qui est directement donc un hommage direct au tableau de la Vierge, l'Enfant et Sainte-Anne de Léonard de Vinci qui se trouve au Louvre. Des variations également sur Sainte-Cécile, cette fois par Gustave Moreau. Donc un tableau, une œuvre légère à gauche avec les effets de l'aquarelle. Une iconographie assez étrange puisque Sainte-Cécile, avec la patronne des musiciens, avec sa lyre, qui s'oppose au monde terrestre avec des satyres, en fait. C'est encore une invention de Gustave Moreau, mais c'est pour opposer la dimension spirituelle représentée par la sainte au monde terrestre, incarné par les satyres. Et puis à droite, une Sainte-Cécile beaucoup plus abstraite et inquiétante, avec la tête de l'ange lui annonçant son martyre qui semble sortir des tuyaux de l'orgue sur lequel elle joue. Et qui rappelle aussi cette confrontation, qui rappelle celle de Salomé avec la tête de Jean-Baptiste. Alors d'autres thèmes, comme la fuite en Égypte, qui a été traité également par Odilon-Redon, avec cette lumière autour du trio biblique dans ce paysage nocturne. Et puis cette visitation au pastel qui est toute en couleur claire, en lumière, et qui toute une petite œuvre, mais qui est irradiante. Alors, un des thèmes, évidemment, chers à Redon, c'est le thème du vitrail, parce qu'il lui permet d'associer le noir de ses débuts à la couleur qui prend de plus en plus de place à la fin de sa vie. D'ailleurs, il avait l'habitude, à la fin de sa vie, de reprendre des fusains de sa première période et d'y apporter de la couleur. Donc, avec ce vitrail à gauche, et puis qui traduit aussi cette irruption du spirituel sous forme de la lumière. Et à droite, cette très belle œuvre qui est directement inspirée par une de ses visites à la cathédrale de Chartres. Donc, on retrouve effectivement certains de ces motifs dans la cathédrale de Chartres. Alors, ma dernière partie sur l'abstraction. Alors, on voit que chez Redon, l'abstraction, elle va venir surtout du décor, de cette volonté décorative. Ça se voit déjà sur certains de ses portraits. Là, je vous ai mis Mademoiselle Fayet et un autre portrait de Violette Eyman. Donc, Mademoiselle Fayet, qui est la fille de Gustave Fayet, qui lui avait commandé les décors pour Fontfroide. Il aimait beaucoup faire des portraits d'enfants, Odilon-Redon. Et là, on voit le côté assez fidèle au trait du modèle, assez descriptif de l'enfant. Et puis, un fond coloré avec des sortes de masses lumineuses colorées et qui se mêlent à des végétaux et qui le mènent justement un peu aux portes de l'abstraction. Et c'est avec un autre de ces décors, justement, qui va frôler également l'abstraction, c'est le décor de la salle à manger du château de Domecy, dans l'Yonne, qui avait été commandé à lui par le baron de Domecy, qui a été un de ses mécènes à partir de 1893. Et donc, il va faire Odilon-Redon pas moins de 18 panneaux pour ce bâtiment. Ces décors se retrouvent aujourd'hui au musée d'Orsay. Et sur quelques panneaux, on trouve encore du figuratif avec quelques figures, mais la majorité d'entre eux montrent des motifs végétaux, mais qui semble se dissoudre dans cette lumière jaune, si bien qu'on arrive à frôler l'abstraction avec ce décor dans lequel on n'a plus que des enchevêtrements de lignes et de motifs et qui donc se dissolvent au profit de la couleur et de la lumière. Chez Gustave Moreau, il
il y a un point d'interrogation sur certaines de ses œuvres de la dernière période. Alors, Gustave Moreau, lui, il a inventé une manière de travailler qui est tout à fait particulière, que j'illustre ici avec le Triomphe d'Alexandre le Grand. Donc, c'est une très grande toile peinte qui se trouve au musée Gustave Moreau, très complexe, avec Alexandre le Grand que vous voyez sur la partie droite assis sur un trône, et puis ses grands palais derrière, et puis des éléphants devant. Là encore, il s'est inspiré de différentes sources, des miniatures persanes, indiennes, des motifs architecturaux du Moyen-Âge, enfin très, très divers. Et voilà comment il travaille. Il étudie d'un côté les couleurs elles-mêmes pour structurer, pour imaginer la composition. Donc, c'est la couleur qui va structurer l'espace. Et d'un autre côté, il étudie le dessin à part. Et ces dessins, il va les reporter au calque sur la couleur. Donc, il a dissocié complètement la couleur de la ligne. D'ailleurs, ce sont, pour l'anecdote, d'ailleurs, ce n'est même pas pour l'anecdote, c'est quelque chose d'assez important. Ce sont deux choses qui sont traitées par deux zones différentes du cerveau, la ligne et la couleur. Voilà. Et là, c'est assez sidérant de voir comment il dissocie complètement les deux. Et alors que d'habitude, les peintres commencent par le dessin et puis recouvrent ensuite par la couleur, lui, Gustave Moreau, il va parfois commencer par le dessin, le recouvrir de couleur, mais il revient au dessin par-dessus la couleur. Et ce dessin, il devient de plus en plus envahissant. Il reprend comme ça des toiles anciennes en le couvrant de motifs, comme ici avec sa fameuse Salomé tatouée. Et on arrive à une certaine illisibilité du motif avec cette superposition comme ça de la ligne qui devient complètement envahissante sur la couleur. À côté de ça, il y a aussi des aquarelles étonnantes, comme où là, on n'a pratiquement plus la ligne, mais que la couleur. C'est le cas de cette œuvre qui s'appelle La Tentation de Saint-Antoine. Alors en fait, il s'agit certainement d'une palette d'aquarelles, c'est-à-dire d'un morceau de papier où Gustave Moreau testait en fait ses aquarelles, hein, donc il faisait des taches comme une palette. Et puis, il a dû être fasciné par le résultat finalement de sa palette, et ces taches, elles ont fait sens. Et il a rajouté, vous voyez, au centre, une auréole et une barbe jaune autour d'une tache marron, et qui est devenu un Saint-Antoine entouré de monstres. Il a rajouté aussi 2 petites cornes, un espèce de taureau, enfin de monstre qui se trouve à gauche du sein. Donc, il part de la tâche pour arriver finalement à une œuvre. Et donc, c'est assez extraordinaire. Et à côté de ça, le musée Gustave Moreau conserve beaucoup d'aquarelles. Donc, ce petit paysage à gauche, hein, dans lequel on ne reconnaît plus grand-chose. Et puis à droite, cette ébauche, et qu'il a fait encadrer. Voilà, donc on s'interroge beaucoup sur le statut de ces œuvres. Alors, il ne les a pas montrées, il ne les a pas exposées au public, mais en même temps, il en a fait encadrer certaines pour les générations futures, puisqu'il avait décidé de transformer sa maison en musée et de laisser tout son matériel d'artiste, toutes ses œuvres, etc. Enfin, aussi ses esquisses, ses aquarelles. Donc, peut-être pensait-il que les générations futures seraient à même d'y lire l'importance qu'il leur accordait. Voilà, donc je vais achever cette conférence donc avec, c'est un petit jeu, c'est un pastel de Redon qui s'appelle Réflexion. Donc je laisse justement cette question du passage vers l'abstraction en suspens avec à l'image de cette œuvre d'Odilon Redon. Et puis je vais donc conclure avec cette dernière œuvre de Redon. C'est l'œuvre qu'on a trouvée sur son chevalet quand il est mort, celle à laquelle il travaillait, donc qui est une vierge peinte en une sorte de camailleux d'ocre, très pure, très, très lumineuse comme ça, et qui est un beau testament, cette œuvre inachevée d'Odilon Redon.
Si Gustave Moreau a été le maître des fauves, hein, comme on l'a dit au début, de Matisse, de Rouault, de Camoin, de Manguin, Redon, lui, a été aussi admiré par les nabis, hein, par Bonnard, Vuillard, Maurice Dauny, qui l'ont représenté d'ailleurs comme mentor dans une toile qui s'appelle Hommage à Cézanne. Et il a aussi beaucoup compté Redon pour Matisse, à qui il a donné ses conseils. Et Gustave Moreau, lui, donc a été un professeur assez hors pair. Il n'avait pas d'enfants. Et je pense que dans ses élèves, finalement, il a trouvé quelque part ses fils spirituels. Il leur a donné un enseignement extrêmement libre. Il les a vraiment poussés à trouver leur propre voie, à ne pas vouloir absolument se laisser guider par le chemin académique. Il leur disait toujours « ayez l'imagination de la couleur ». Et il a dit ce qui est très juste: « Je suis le pont sur lequel certains de vous passeront pour créer l'art moderne ». Et je finirai aussi sur le musée Gustave Moreau, parce que j'aimerais bien, si vous avez l'occasion d'aller à Paris, que vous ne connaissez pas ce musée, vous inciter à aller le découvrir, parce que c'est vraiment un lieu extraordinaire. Et donc, je finirai avec cette citation d'André Breton, qui a été à l'origine, avec d'autres surréalistes, de la redécouverte de l'œuvre d'Odilon Redon et de Gustave Moreau. La découverte du musée Gustave Moreau, quand j'avais 16 ans, a conditionné pour toujours ma façon d'aimer. La beauté, l'amour, c'est là que j'en ai eu la révélation, à travers quelques visages, quelques poses de femmes. Le type de ces femmes m'a probablement caché tous les autres. Ça a été l'envoûtement complet. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Hélène, pour cette belle conférence. Merci pour cette immersion chez Redon et Moreau. Vraiment, c'est rare qu'on puisse comme ça voir autant d'œuvres de l'un et de l'autre. Donc, vous avez vraiment choisi des œuvres magnifiques. Je ne sais pas si maintenant c'est le temps des questions. Si certains veulent poser des questions, c'est le moment. Moi, pour lancer les questions, je me posais la question de l'influence de l'Orient, parce qu'on l'a bien vu donc chez les nabis, par exemple, ou chez Gauguin. Et on le voit, par exemple, dans les œuvres d'Odilon Redon à Fontfroide, on voit cette espèce d'influence un peu asiatique, on dirait. Je dirais. Oui, alors Gustave Moreau et Odilon Redon ont beaucoup regardé l'art japonais. Ça, c'est vrai que c'est une référence majeure. Alors, ils n'étaient pas les seuls, hein. Ça a été vraiment très courant à la fin du 19e, notamment à partir de 1890. Il y a eu une grande exposition d'estampes japonaises à l'École des Beaux-Arts. Et puis ensuite, des expositions chez le marchand Samuel Bing. Et puis, par les expositions universelles. Les expositions universelles, à la fin du 19e, ont joué un très grand rôle dans cette diffusion de l'art japonais. Et cette influence des estampes japonaises, elle a été vraiment considérable, aussi bien, comme vous le dites, sur les nabis, hein, notamment dans les cadrages et les aplats, l'absence de modelé, et puis ce trait très, très spontané, cette vivacité qu'on trouve tout à fait notamment chez Redon. Chez Moreau, c'est pas forcément dans les cadrages qu'on va retrouver l'influence, mais peut-être oui dans certains aplats. Et puis chez Moreau, il y a l'influence de ces estampes japonaises, mais il y a aussi toutes les miniatures mongoles, persanes, indiennes, qu'il allait voir régulièrement à la Bibliothèque nationale. Et il en avait aussi beaucoup de reproductions donc dans sa bibliothèque, son immense bibliothèque avec beaucoup de gravures. Et donc il y a beaucoup de sources en fait orientales chez Gustave Moreau et pas seulement l'art japonais. Quel rapport ont-ils eu avec les impressionnistes? Alors, Gustave Moreau, lui, était complètement en dehors des préoccupations impressionnistes. Alors, il était ami avec Degas, donc il a eu un lien finalement par ce biais-là, mais à la fin de sa vie, ils se sont brouillés, Degas et Gustave Moreau.
Degas n'était pas tendre, hein. Il disait que Gustave Moreau voulait nous faire croire que les dieux portaient des chaînes de montre, parce que Gustave Moreau faisait beaucoup de petits détails, beaucoup de détails d'orfèvrerie, etc. Et ça énervait un peu Degas. Donc, il s'était plus ou moins brouillé. Par contre, Redon, lui, il a eu quand même des liens avec les impressionnistes, puisqu'il a exposé à la dernière des expositions impressionnistes, à la 8e exposition impressionniste, donc la dernière. Il en a fréquenté certains. Mais vous voyez, son art est quand même complètement à part. On peut pas dire que Redon soit un impressionniste. Il était en dehors de tous les courants. Donc, il a eu des liens d'amitié avec certains des impressionnistes. Mais pour lui, les recherches des impressionnistes, c'était des recherches très formelles, très liées à la sensation, alors que lui développait un art très intellectuel. Il jugeait l'art de certains impressionnistes un peu superficiel, et pour lui, l'art était forcément relié à la dimension spirituelle, ce qu'il ne trouvait pas dans l'art impressionniste. Et quand on regarde Mademoiselle Fayet, on jurerait un portrait de Renoir. Alors, c'est vrai qu'il y a eu quand même des influences sur le plan formel. Il y a toute cette partie, cette importance du rêve qui devient, qui n'est plus seulement un rêve, mais qui est une réalité, la réalité du rêve, vous avez dit, c'est ça? Oui. Voilà. Donc, substituer à la réalité du rêve, le rêve de la réalité. Voilà, c'est ça. Il y a quand même une certaine noirceur hein, dans leurs influences. C'est une influence poétique, littéraire au départ, quand on commence avec la tête de Jean-Baptiste, avec Oui, c'est vrai qu'il y a une noirceur qui est propre à cette époque, à la décadence, à la fin du siècle, et liée au symbolisme, avec comme ça des écrits, des scènes dites atroces, hein, comme dit des Esseintes dans Un rebours. Des visions assez terrifiantes. Et ça fait partie de ces peurs qui hantent la fin, l'époque, hein, la fin du 19e siècle, devant devant la science, les dangers de la science, devant voilà, la fin du siècle. Différents mots qui hantent cette époque. Mais chez Redon, ce motif de la tête coupée, on a l'impression parfois d'avoir des bulles. Enfin, c'est quelque chose de beaucoup moins noir que chez Gustave Moreau. Hein. C'est une sorte d'évaporation de la pensée. C'est beaucoup moins sanglant, c'est beaucoup plus, finalement, on entre dans le domaine onirique et des visions fantasmagoriques, mais qui sont assez douces, finalement. Il y a aussi l'araignée souriante. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser à la sculpture de Louise Bourgeois. Ah oui, c'est vrai. C'est une bonne référence, un écho, effectivement, chez Louise Bourgeois. Là, avec une ampleur énorme, hein, parce que là, Odilon Redon partait quand même de l'exploration du monde animal petit, alors soit microscopique, soit des insectes comme les papillons ou les araignées. Mais c'est vrai que ça fait partie de sa première période, et la première partie de sa première période à Redon, elle est quand même, c'est une période quand même effectivement assez noire à tout point de vue, c'est-à-dire par le fusain et par la technique et les lithographies, mais aussi par son inspiration. Enfin voilà, l'homme cactus, l'araignée, enfin ce sont quand même des animaux, voilà, un animal venimeux, dangereux. Et elle souriait.
Mais elle souriait, voilà. Donc, c'est toujours assez ambigu. Oui. Et puis, comme vous l'avez expliqué, on comprend mieux le contexte avec la mort de son premier fils, quoi. C'est quelque chose qui l'a rapproché aussi de Mallarmé, parce que Mallarmé avait perdu son fils quelques années avant, qui avait 8 ans. Et c'est à partir de ce moment-là qu'ils sont devenus, que leur amitié s'est renforcée. Et Odilon Redon est venu habiter pratiquement en face de chez Mallarmé. Enfin, il avait une villégiature à Samois qui se trouve en face de Villem-sur-Seine, de l'autre côté de la Seine. Et en 1889, et ils se sont beaucoup vus à ce moment-là. Mallarmé, en fait, traversait la Seine avec son bateau. Il avait un petit bateau. Il allait voir très, très souvent Odilon Redon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois que tous les sons sont muets, hein. Il y a quelque chose qui ne va pas là. J'ai l'impression que les gens ne peuvent pas poser de questions. Ah bon? Marie-Antoinette? Oui. Est-ce que tu as rétabli le son? Excuse-moi. Non, j'ai pas coupé le son, hein. Ceux qui veulent parler peuvent parler. Sur mon écran, je vois tout est coupé. Non. Il y a des personnes qui ont remis leur micro, hein. On a un message de Sandrine qui dit merci infiniment. Je ne sais pas si vous l'avez lu, bouleversé par l'œuvre d'Odilon Redon. Vous le voyez? Oui. Oui. Voilà. Donc, je n'ai pas besoin de faire la lecture. Merci. Vos éclairages techniques. Je ne le vois pas, moi. Alors, je le lis. Merci infiniment. Bouleversé par l'œuvre d'Odilon Redon. Vos éclairages techniques me sont précieux et votre parallèle Gustave Moreau Odilon Redon est très clairement amené. Merci pour ce partage, madame. Merci, Hélène. Merci pour ce retour. En tout cas, si j'ai pu vous donner envie d'aller découvrir, en tout cas d'aller revoir peut-être les œuvres d'Odilon Redon. Donc, on peut voir notamment au musée d'Orsay, mais aussi à Bordeaux, au musée des Beaux-Arts de Bordeaux, également à Quimper, à Dijon. Ils ont un fonds, le fonds Grandville. Il y a plusieurs autres œuvres de Redon. Ben, j'en serais vraiment très heureuse. Et puis donc, le musée Gustave Moreau, si vous ne le connaissez pas, c'est vraiment un lieu à découvrir. Il est fermé en ce moment, hein, je crois. Non. Il y a je crois qu'il y a une exposition en préparation. Là, l'exposition des fables vient de s'achever, ou va s'achever. Et puis. D'accord. Oui. Très bien. Voilà, mais écoutez, merci à tous. Merci encore, Hélène, pour cette très belle conférence. Vraiment, je suis très heureuse qu'on ait pu parler des symbolistes parce qu'ils ont quand même une imagination extraordinaire et puis on dirait une poésie. Enfin, c'est unique, en fait, ce qu'ils font. Hein. Ils nous emmènent dans des univers complètement fous qu'on n'aurait pas imaginé autrement. Voilà. Le groupe n'a quand même pas été très important des symbolistes. Il y a eu quand même, tout un courant. Il y a eu Pauline Chavannes aussi à Lyon, par exemple, qui a fait des grandes fresques qui étaient d'un symbolisme différent aussi. Il y a eu quand même tout un courant. Voilà, alors écoutez, je vais vous souhaiter un très très bon week-end à toutes et à tous. Je vous remercie d'avoir été présents cet après-midi. Et on va se retrouver la prochaine fois, donc le 2 avril, pour notre dernière conférence, Visage et expression, face et sainte face, dans l'art moderne et contemporain, entre figuration, abstraction et non-figuration. Donc, c'est Valérie Buisine, docteur en théologie et art de l'Université catholique de Lille, qui viendra nous en parler. Et puis, je vous rappelle que nous avons une visite guidée le 7 mai du musée Unterlinden, la partie moderne et contemporaine. Donc, ceux qui sont intéressés, s'il vous plaît, manifestez-vous pour vous inscrire, pour qu'on puisse organiser dès maintenant cette visite, qu'on puisse l'organiser au mieux. Elle peut venir quand même. Voilà. Pardon, Marie-Antoinette? Non, rien. Je crois qu'il y a quoi? Il y a une quinzaine de personnes inscrites pour le moment. C'est ça? Bon, voilà. Et sinon, donc, écoutez, je vous souhaite un très bon week-end.
Sachez que on essaye de revenir en présentiel pour l'automne prochain à la Chartreuse, mais en gardant le distanciel. Donc, il faut qu'on s'équipe de meilleurs micros et nous avons déjà un ordinateur qui marche bien. Donc, c'est l'essentiel. Voilà. Et on suivra ce feuilleton suite au prochain épisode pour revenir à la Chartreuse en direct. Voilà. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à tous de votre présence et de votre fidélité. Merci, merci. Très, très bon week-end à vous tous.